voulez, on peut commencer. Bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'animer cette rencontre avec le professeur Robert Darnton, professeur émérite à l'université de Harvard et qui a dirigé pendant plusieurs années la bibliothèque de Harvard. Et aujourd'hui, nous présentons un ouvrage que j'ai en main, un ouvrage volumineux, un ouvrage qui s'intitule, c'est un très beau titre, L'humeur révolutionnaire, Paris, 1748-1789. Alors, c'est intéressant, Robert Darnton, on peut peut-être ouvrir de manière amusée aussi un petit peu notre conversation, puisque vous êtes devenu tout récemment, c'était il y a à peu près un an, le héros, enfin un des héros d'une bande dessinée dans la belle série de la revue dessinée de la France aux éditions La Découverte, avec à la plume Pauline Lemaigre-Gaffier, Raoul Markovitz et puis au dessin Simon Spruit. Dans cette belle série, il y a un volume qui s'intitule Les années-lumière de la Régence aux États généraux. Et on vous voit un moment sur une page qu'on a reproduite ici, on vous voit plonger dans vos recherches et sollicité par ceux et celles qui veulent comprendre un peu comment dirais-je, cette période des Lumières si complexe. Et à la gauche de cette vignette, on a positionné la plupart, je crois, de vos ouvrages traduits en français depuis le début des années 80, avec une très très belle série aussi publiée chez Gallimard. Ce livre, L'humeur révolutionnaire, c'est le produit d'une très longue familiarité avec le XVIIIe siècle. Il faut d'abord dire ça, je pense. Je vous en prie. Oui, en effet, c'est une sorte de synthèse de mes travaux et ça remonte à ma thèse doctorale de l'université d'Oxford, 1964. Donc, je m'efforce de repenser l'avènement de la Révolution française, question classique, je ne prétends pas la résoudre, mais la repenser. Et la repenser sous la perspective de l'information. Alors, on se dit, vous l'avez entendu 1000 fois, nous vivons dans une société de l'information. C'est vrai, mais c'est trompeur, puisque chaque société est une société de l'information, chacune à sa façon et d'après les médias disponibles à cette époque. Donc, comment penser Paris au XVIIIe siècle comme une société de l'information? C'est mon départ. Oui, et disons-le bien pour ceux qui nous écoutent, vous avez mené ces recherches sur une longue période, en commençant par des ouvrages bien connus, l'aventure de l'encyclopédie que vous publiez, c'est dans les années 80, bien sûr, et en allant ensuite fouiller, et c'est un peu ce que montre aussi cette planche de bande dessinée, dans des textes moins connus, mais pourtant extrêmement diffusés, qui circulent parfois un peu souterrainement dans la France des Lumières. Ça vous a intéressé? Et articuler finalement textes connus et moins connus, c'est aussi un aspect de votre travail. Oui, je me passionne surtout pour les nouvelles à la main et la notion de nouvelles. Parce que Paris, au XVIIIe siècle, n'avait pas de véritable journal dans le sens moderne du mot. Le premier quotidien français, le Journal de Paris, ne date que de 1777 et il est sévèrement censuré. Alors, comment s'informer des nouvelles? Je donne l'exemple de l'arbre de Cracovie, je ne sais pas si vous voulez en parler. Voici, vous voyez l'arbre de Cracovie qui est représenté dans beaucoup d'estampes de l'époque. C'était toute une institution, un véritable arbre en châtaignier dans le palais royal.
et tous les nouvellistes de bouche allaient à cet arbre pour s'informer. C'était si important que certains ambassadeurs envoyaient des agents pour s'informer des bruits publics ou pour en implanter. Vous voyez dans l'estampe à gauche la vérité qui tire une ficelle qui fait craquer l'arbre de Cracovie. La notion de crack, c'est un mensonge, ce que nous dirions aujourd'hui de la désinformation. Si on faisait courir de mauvais discours, de mauvais bruits, l'arbre faisait crack. Et autour de cet arbre, bien des nouvellistes prenaient des notes des nouvelles. Ensuite, ils allaient à certaines banques du Jardin des Tuileries, du Jardin du Luxembourg, pour rencontrer d'autres nouvellistes, échanger des notes, et parfois on rassemblait beaucoup de notes pour en faire des bulletins ou des gazettes manuscrites. Et ces gazettes-là circulaient sous le manteau, souvent d'ailleurs vues par la police, puisque la police était très bien informée, et éventuellement on faisait imprimer ces gazettes clandestines à l'étranger, en Suisse, à Amsterdam, les nouvelles de la République des Lettres, 36 volumes fascinants, circulaient en imprimé, un peu partout. C'était un best-seller. Donc vous voyez, ça passe de l'oral à l'écrit et ensuite à l'imprimé. Tous les médias se chevauchaient à cette époque. Oui, c'est ça. Vous parlez à un moment de système multimédia. Voilà, ça c'est très intéressant. Et évidemment, pour qualifier tout ça, tout ce qui se passe souterrainement et qui finit par éclore au moment de la Révolution française, vous utilisez un très beau concept. Et je trouve que c'est assez rare finalement, mais la traduction française rend assez bien compte de la subtilité de la langue anglaise. Revolutionary temper, l'humeur révolutionnaire. En fait, vous empruntez notamment à Émile Durkheim l'idée de conscience collective, mais vous avez choisi ce concept temper, d'humeur. J'imagine que ça a été pour vous une réflexion, enfin c'est un très beau titre, très beau concept, qui définit un peu ce que vous voulez faire. Oui, je ne sais pas si le mot humeur traduit bien mon idée, mais vous êtes d'accord, ça fait penser à autre chose que l'opinion publique. Nous avons bien des études de l'opinion publique, mais moi je vois quelque chose de plus profond. Ça remonte effectivement à Durkheim, qui parle de la conscience collective, aussi à Gustav Thard, autre sociologue, l'ennemi de Durkheim, qui parle d'une façon de penser les nouvelles. Donc, il existe toute une sorte de sociologie autour de ce concept, et je l'utilise, moi, pour tâcher de saisir ce que c'était qu'une mentalité révolutionnaire qui s'est développée pendant 40 ans au cours des événements. Oui, et vous faites le choix, alors qui est un choix intéressant aussi, c'est-à-dire pour déployer toute cette humeur révolutionnaire à travers le siècle, vous choisissez en fait de vous concentrer sur 4 séquences chronologiques, 1748, 1754, 1762, 64, 70, 75, et ensuite un continuum, en fait, 80, 89. Et vous déployez ça sous la forme de 7 parties de 46 chapitres. J'imagine que tout ça a été mûrement réfléchi, plutôt que de dresser une seule séquence chronologique d'un seul tenant. Vous avez voulu focaliser sur quelques moments. Pourquoi, Robert Darnton ? Eh bien,
il s'agit de moments qui ont fait battre le cœur parisien, pour ainsi dire, des moments qui ont touché le pulse, qui ont déclenché des rumeurs, des bruits publics, des idées. Par exemple, autour de 1750, il y avait toute une série d'événements importants. Le dernier bataille de la guerre de la succession d'Autriche, la paix d'Aix-la-Chapelle, l'enlèvement du prince Stuart, le bon Prince Charlie, comme on dit en anglais, le prince Édouard en français, et aussi une chose assez étonnante, l'histoire de l'enlèvement des enfants, des gamins des rues. Donc je pourrais, si vous voulez, en parler, mais je constate autour des années 1750 une véritable crise qui d'ailleurs a été commentée par les contemporains tels que le marquis d'Argenson, dont les mémoires sont très importants. Mais par-dessus le marché, la police de Paris qui avait des espions. On estime qu'il y en avait 3000 dispersés dans les cafés, dans les bistrots, un peu partout à Paris, et ces espions faisaient des rapports au lieutenant de police qui rédigeait une sorte de bulletin à l'usage du ministre de Paris et qui est allé finalement au roi Louis XV. Alors, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi commencer au milieu du siècle, Robert Darnton? Est-ce qu'on aurait pu aller encore davantage en profondeur au début du règne de Louis XV? On sait que même sous le règne de Louis XIV, il y a plein de choses qui se passent en profondeur. Si on reprend le concept de Paul Hazard, la crise de la conscience européenne, qui est assez ancien, enfin voilà, il y a des choses qui se passent de manière souterraine. J'imagine que vous allez me répondre, il faut bien commencer à un moment, mais pourquoi ce choix-là? Eh bien, j'aime beaucoup le livre de Paul Hazard, et aussi, j'ai bien dépouillé les recherches qui concernent les mazarinades. Donc, j'aurais pu remonter très loin dans le XVIIe siècle, voire dans le XVIe siècle, avec les guerres de religion. Mais je ne voulais pas faire une histoire de la France. J'ai voulu suivre le développement d'une certaine mentalité à travers les événements. C'est donc, si vous voulez, une histoire événementielle, mais liée à une histoire des mentalités. Et je présume qu'après la première grande guerre de Louis XV, c'est-à-dire la guerre de la succession d'Autriche, on arrivait quand même à suivre événement après événement la formation de cette humeur. Et la formation de cette humeur, disons-le aussi, vous la ressentez, enfin vous la mesurez à Paris. Évidemment, il se passe plein de choses aussi en France, mais Paris était le poumon qui vous intéressait. Enfin, qu'est-ce que ça dit aussi du rapport entre Paris et la province au XVIIIe siècle? Ah, mais c'est une question compliquée, une question importante. Bien sûr, les provinces étaient très importantes. Il y avait des contestations, des émeutes, notamment en Bretagne, en Dauphiné, la journée des Tuiles. Donc je ne mésestime pas les provinces. Nous sommes à Blois, en province, mais je ne pouvais pas faire une histoire de toute la France. L'essentiel pour moi, c'était de me concentrer sur les médias de Paris, liés bien sûr à des nouvelles qui arrivaient de province, et parfois les provinciaux étaient encore plus contestataires que les Parisiens. Il y a tout un va-et-vient de Paris et des provinces. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on va aussi se promener dans votre livre. Alors évidemment, le livre est épais et dense, donc on a fait quelques choix et on s'est concentré d'abord sur ce qui se passe au milieu du siècle.
Et notamment, vous avez un chapitre, un court chapitre qui est particulièrement dense sur le pouvoir des chansons. Parce que dans vos matériaux, dans les sources que vous manipulez, Robert Darnton, les recueils de chansons, les chansonniers sont très importants aussi. Vous les utilisez et c'est passionnant. Oui, j'estime pour ma part que la chanson était comme un journal oral. Comme je vous ai dit, n'est-ce pas, il n'y avait pas de quotidien, mais on improvisait des chansons tous les jours à Paris. Il y avait des chanteurs sur tous les coins, au Pont-Neuf, un peu partout, on chantait en travaillant. Et ce qui me fascine, c'est qu'il y avait un répertoire d'airs, de mélodies partagés par tout le monde. J'ai fait beaucoup de recherches dans les chansonniers où on collectionnait les chansons. Le chansonnier Maurepas, le chansonnier Clérambault, qui a 58 tomes immenses remplis des chansons copiées au jour le jour. Alors, on improvisait des vers d'après les airs. Et les airs, j'ai fait des statistiques qui ne se trouvent pas dans le livre, mais je suis certain que tous les Parisiens, y compris le petit peuple, participaient connaissaient ce répertoire général d'airs, de mélodies, au moins une douzaine. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais la béquille du père Barnabas était connue de tous les Parisiens. Et on peut suivre l'évolution des vers écrits d'après cet air pendant son évolution. Je vois une quinzaine de versions où, le long de 18 mois, et j'y constate des mentions des événements qui ont été chantés. Donc la chanson était centrale pour les médias de cette époque-là, et c'était Nicolas Chamfort, bel esprit de l'époque, qui dit « La France est une monarchie absolue tempérée par la chanson ». La chanson était puissante, la police en était consciente. Souvent, on rapportait qu'on chantait tel ou tel air, et à la fin, tout le monde était d'accord que la chute du ministère Maurepas était le ministre le plus puissant de cette époque-là, en 1750, était due à une chanson. Ça a l'air incroyable aujourd'hui, mais je ne sais pas chanter, mais je peux citer les paroles, si vous voulez. Mais justement, là, on les a sous les yeux parce que cette chanson, alors certes, c'est assez passionnant, c'est assez subtil, hein, faut bien comprendre, évidemment, cette chanson qui était dite sur l'air « Dirais-je mon confiteor », qui est une attaque contre Madame de Pompadour. Et en fait, ça va menacer Maurepas parce qu'on sait qu'il collectionnait les chansons. Alors, on peut lire ces vers. « Par vos façons nobles et franches, Iris, vous enchantez nos cœurs. Sur nos pas, vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. » Alors là, il faut expliquer parce que c'est un petit peu en pointillé, mais les fleurs blanches, là, ont bien agacé la cour. Les fleurs des flueurs blanches, c'était en fait une maladie vénérienne communiquée par Madame de Pompadour au roi. Et en fait, d'après les bruits publics, les murmures, on disait qu'il y avait un dîner dans les petits appartements de Versailles où il n'y avait que 4 personnes, le roi, Maurepas, Madame de Pompadour et sa cousine, Madame d'Estrades. La Pompadour est arrivée avec des hyacinthes blanches qu'elle a données, c'est un geste noble, aux autres. Et donc, quand il s'agit des fleurs ou des flueurs, c'est une référence à ce dîner, mais
Maurepas était le seul à connaître cet épisode, et c'est grâce à cela qu'on l'a exilé à ces terres. C'était un événement politique important. Je veux bien qu'il y avait d'autres éléments il y avait tout un complot politique, etc. Mais finalement, c'est une chanson qui a fait chuter Maurepas. Et si on a mis à gauche là, de cette image d'Argenson, c'est parce que c'était un ennemi de Maurepas qui est représenté à droite, Madame de Pompadour étant au centre, et que effectivement les aspects politiques étaient aussi importants dans cette histoire, Robert Darnton. Oui, donc voilà les combines politiques, etc., des rivalités, des partis de la cour, tout cela faisait partie de la politique, pour ainsi dire, normale de Versailles, mais une politique ignorée des Parisiens. Tout cela se passait dans ce monde distant qui était Versailles, et il n'y avait que des rumeurs, des bruits qui venaient de Versailles au petit peuple de Paris et qui revenaient de Paris à Versailles, donc un échange permanent de nouvelles. Mais pour les Parisiens, la politique était le secret du roi. C'était l'affaire du roi, jusqu'à un certain point. Et ce point, on le trouve, je dirais surtout, en 1781, avec le compte-rendu de Necker, où le budget de l'État a été publié. Un budget des finances était chose extraordinaire de cette époque-là. Mais bien avant, il y avait d'autres crises qui engageaient le peuple également. Alors, si on dit juste un mot encore sur les chansons, ça vous a beaucoup intéressé. Et si on veut, par exemple, je dis pour nos auditeurs, là, ceux qui nous suivent, aujourd'hui, si on veut réécouter ces chansons, on peut le faire, je crois, oui, Robert Darnton. Absolument, puisque ayant trouvé les paroles des chansons dans les chansonniers, j'estime qu'il y avait au moins 2 ou 3 nouvelles chansons par jour à cette époque-là. Je me suis dit, mais quel était le son de ces chansons? Est-ce que l'historien peut se saisir des sons du passé? Alors on dit toujours chanter sur l'air 2 et on donne le titre. Heureusement, dans le secteur de chansons et de musique, musicologie de la Bibliothèque nationale, il y a des clés de ces chansons avec la musique à noter. Et j'ai une amie qui s'appelle Hélène Derevaux qui a chanté les chansons d'après les airs du jour. Et vous pouvez les entendre sur mon site web. C'est comme si on pouvait écouter le passé. Ce n'est pas exact, mais ça vous donne quand même l'impression des sons qui ont frappé les oreilles des Parisiens de cette époque. Bon, c'est fascinant, on vous recommande de le faire, hein, c'est passionnant. Alors, on poursuit notre petit périple dans les âges du XVIIIe siècle et on arrive à ces années 1760, qui sont des années tout à fait passionnantes aussi, avec ce qu'on appelle des affaires. Alors, les affaires, c'est très important. Avant qu'on dise un mot de cette affaire des Jésuites, on sait l'importance de ces affaires, vous le dites, ça revient souvent, ça mobilise l'opinion publique. Une de vos collègues qui était pionnière dans le domaine, je pense à Sarah Maza, a beaucoup étudié aussi la résonance de cette affaire qui se déploie, notamment par ces petits mémoires judiciaires qu'on appelle les factums. Et c'est aussi dans ces factums, Robert Darnton, qu'on trouve toute l'humeur révolutionnaire. Tout à fait, puisque les factums, les mémoires judiciaires, n'étaient pas exposés à la censure. Ils étaient censés appartenir au processus des procès.
Donc, pourvu qu'il soit signé par un avocat, il pouvait circuler publiquement. Et donc, il y avait toute une série d'affaires. Le plus connu, c'est l'affaire Calas, on peut en parler peut-être plus tard, mais pour moi, les deux affaires les plus importantes, c'était l'affaire Guzman, qui concernait Beaumarchais en 1773, et beaucoup plus tard, l'affaire Kornemann, 1787-88. Mais là, je n'ai pas parlé des jésuites, donc on peut revenir à ces affaires-là, mais je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Guzman, qui était très important à cette époque-là. C'est l'époque du coup d'État de Maupeou. Maupeou, chancelier de France, qui a éliminé le pouvoir des parlements et qui a, pour ainsi dire, refait tout le système judiciaire de la France. C'était vu comme un coup despotique et Maupeou a substitué une sorte de nouveau parlement pour remplacer le Parlement de Paris. Beaumarchais avait un procès devant ce Parlement. C'est un peu compliqué, mais bref, il a écrit une série de mémoires qui sont amusantes. Ça, on y voit l'esprit français le plus fin et le plus drôle. Et il a fait rire tout Paris aux dépenses de Maupeou, du gouvernement, etc. Donc, c'est un peu, si vous voulez, la triomphe du rire, de l'esprit. Mais l'affaire Kornemann, c'était le contraire. Là, Beaumarchais lui-même était impliqué dans un procès. C'est un procès d'adultère où un certain Kornemann, banquier d'Alsace, disait qu'un autre type, Daudet de Josson, avait séduit sa femme et l'avait enlevée avec le soutien de Beaumarchais, ami de Daudet, et de la police, du lieutenant général de police Lenoir. Donc c'est comme si la police intervenait dans le lit conjugal. Et là, le rire ne comptait plus, c'était la dénonciation de l'abus de pouvoir. Et Nicolas Bergas, qui écrivait les factums, avait une plume très forte, mais il ne s'agissait plus de se moquer de l'autorité, mais de le dénoncer. C'est le style de Mirabeau, de Linguet et d'autres. Donc je vois Beaumarchais qui est un peu mis de côté, remplacé par une autre rhétorique. Mais excusez-moi, je n'ai pas parlé des jésuites, oui, voulez-vous en parler? Non, mais bien sûr, mais c'est tout à fait passionnant parce que vous inscrivez ça dans toute la seconde moitié du siècle. Alors l'affaire des jésuites, elle est intéressante parce qu'elle mobilise beaucoup l'opinion et les Parisiens. Vous dites, ça a eu un impact considérable sur la vision qu'avaient les Parisiens de la vie publique. Et ça se diffuse aussi en province parce que le Parlement de Paris est un acteur très important finalement et il contraint d'une certaine manière. C'est ça qui est fascinant. Louis XV à agir. L'édit de novembre 1764 qui entérine l'expulsion des Jésuites, il vient après le combat du Parlement de Paris, relayé par les parlements de province, le Parlement de Normandie par exemple et d'autres. Donc, et le Parlement de Bretagne aussi. C'est pour ça qu'on a mis un homme incroyable aussi du XVIIIe siècle, Caradoc de la Chalotais, dans son beau portrait du Musée des Beaux-Arts de Rennes, qui s'est mobilisé aussi dans sa circonscription, c'est-à-dire le Parlement de Bretagne, contre les jésuites. Tout ça a conduit à cet édit de novembre 1764, toute cette forte mobilisation. Oui. Eh bien, vous connaissez la Chalotais mieux que moi, puisque vous en êtes un expert, mais c'était quelqu'un de très intéressant qui dénonçait les jésuites dans un écrit qui avait un succès énorme, et il reprenait toute une série de pamphlets, de traités sur les jésuites. Pourquoi détestait-on les jésuites? Eh bien, d'abord parce que c'était
des soldats sous l'emprise, la direction de leur général, le général qui se trouvait à Rome, c'est-à-dire les jésuites refusaient l'indépendance de l'Église gallicane et n'avaient aucune loyauté par rapport à la France. Deuxièmement, il y avait des écrits du XVIe siècle, du XVIIe siècle, qui sont des traités de jésuitisme, comme on dit. Et là, on a choisi des extraits publiés en 1757, beaucoup plus tard, où les jésuites disaient on a le droit de tuer les rois, droit de régicide, sans parler d'autres possibilités, des abus même sodomistes. Donc les jésuites étaient mal vus de point de vue moral et vus comme une menace au roi. Et en fait, en 1757, comme vous savez, il y avait un attentat à la vie du roi, un épisode assez curieux où Damien a mis un petit couteau dans les côtes du roi, sans doute qu'il ne voulait pas le tuer, mais l'avertir du danger. Quel danger? Eh bien, peut-être le danger des jésuites, ou le danger des parlements, ou le danger des philosophes, on ne savait pas trop, mais la Chalotais faisait voir les jésuites comme une menace à la royauté. Et la destruction de l'ordre des jésuites, qui d'ailleurs n'a jamais été admise formellement dans le royaume français, cette destruction a frappé les esprits. Beaucoup d'écoles des jésuites, il y en avait 111, ont été fermées, y compris le lycée Louis le Grand, où Voltaire a fait ses études. C'était quelque chose de tout à fait remarquable. Et cela après l'affaire des jansénistes, ennemis des jésuites. Donc tout un débat au niveau du clergé qui a miné en quelque sorte l'autorité du clergé, tandis que Voltaire, dans l'affaire Calas, a pris le haut du pavé moral. Ce qui est passionnant, c'est de regarder ces textes qui peuvent apparaître au départ, on a mis là l'extrait des assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre, qui peuvent apparaître peut-être un peu techniques, mais c'est là qu'on voit ce travail de sape. Ce texte-là qui peut nous échapper quand on regarde ces publications du XVIIIe siècle, imprimées par l'imprimeur du Parlement de Paris, Pierre-Guillaume Simon, est passionnant. Et vous dites, à un moment, tout le monde est frappé des assertions dangereuses, pernicieuses de ces vieux casuistes. Une sainte horreur s'empare du peuple et l'on est persuadé que les jésuites passent leur vie à parler à leurs écoliers de meurtres, d'assassinats, d'abominations. Donc c'est passionnant d'articuler ces textes, parfois qui semblent en fait des textes juridiques un peu ardus, à l'opinion publique, aux rumeurs qui se déploient. Ça fait partie de votre travail, ça, Robert Danton, de couturer tout ça. Oui, c'est d'ailleurs amusant. Il y avait d'abord telle caisse remplie de richesses a été saisie aux frontières de la France parce que les jésuites voulaient garder leur trésor, etc. On parlait beaucoup de leur tabac, de leur cave de vin, de leur richesse, etc. Et tout cela s'est répandu dans le petit peuple de Paris. C'est ça qui est passionnant. Alors, on poursuit vous l'avez un petit peu dit, là, le moment Maupoux, c'était un autre de nos choix. Hein. C'est un moment tout à fait avec cette révolution judiciaire que vous avez évoquée tout à l'heure, voulu, cette reprise en main très forte par le pouvoir royal, qui sera effacée par Louis XVI à son avènement. Ce qui est passionnant, c'est de suivre ces textes. Là, on peut dire d'une certaine manière que les opposants au pouvoir royal ont gagné la bataille médiatique, en fait. Ils ont réussi avec différents types de textes
a inondé un petit peu le marché. Et la réponse du côté du pouvoir royal, parce que Maupoux souhaitait aussi l'activer, n'a pas forcément été à la hauteur. C'est une question de bataille médiatique aussi. Il faut, et parfois c'est difficile au pouvoir royal de mener ce genre de combat. Il n'a pas forcément les bonnes armes. Oui, c'était effectivement une bataille médiatique, mais imaginez-vous qu'on détruit tout le système judiciaire. C'était très fort, et notamment le pouvoir du Parlement de Paris qui pouvait résister aux édits royaux. Donc, ce pouvoir a été complètement détruit. Et le peuple parisien estimait qu'il n'y avait plus de barrière entre le pouvoir central et le peuple. Cela a déclenché des centaines de pamphlets, de flots de pamphlets qui s'appelaient plus tard Maupoouana. C'était un genre pamphlétaire, et nous verrons plus tard Calonniana, des pamphlets dirigés contre le ministre Calonne. C'est-à-dire que souvent, la propagande s'est concentrée sur des personnalités, et cela faisait vivre l'émotion populaire, comme on disait. Si on pouvait dénoncer un individu, le traiter de monstre, d'immoral, etc., c'était une façon de faire passer des pensées abstraites, pensées de despotisme. Donc il y avait dans ce mot « pouana » un mélange fascinant de théories politiques. Il y avait des gens comme Lepage, comme Nicolas Metz et d'autres qui développaient toute une notion de l'évolution d'une constitution française qui remontait aux Francs, au début de la monarchie, c'est-à-dire des guerriers plus ou moins démocrates qui frappaient pour dire oui sur leurs écussons, ou qui murmuraient pour dire non, mais qui avaient le pouvoir de légiférer. Le roi n'était que l'administrateur de cette volonté des Francs, un peuple libre. Et après cela, c'est le Parlement de Paris qui a pris le relève de ces assemblées au Champ de Mars, et plus tard les États généraux. Donc toute une théorie constitutionnelle développée en repensant l'histoire française. Mais à un autre niveau, il y avait un flot de libelles très sauvage contre le roi, la maîtresse royale, Madame de Pompadour, plus tard Madame du Barry, et parmi ces libelles, je trouve des on-dit, des rumeurs, des anecdotes. Et la notion d'anecdote était différente au XVIIIe siècle. Une anecdote, d'après la définition, était une histoire secrète, mais une histoire d'un événement qui s'est passé réellement. Donc il y avait des anecdotes sur Madame la comtesse du Barry, un best-seller formidable, et des anecdotes publiées par un certain libelliste, Thévenot de Morande, qui s'est réfugié en Angleterre, et il a publié un livre terrible, Le Gazettier cuirassé, où il racontait des anecdotes qui concernent la maîtresse royale, le clergé, tous les grands de Versailles. Ce sont autant d'anecdotes scandaleuses qui laissaient voir que finalement la France est tombée dans une décadence horrible et au niveau politique dans un despotisme ministériel. Ce qui est passionnant, c'est qu'on voit bien la galaxie
aussi différentes des oppositions, hein, qui d'ailleurs s'entendent pas forcément toutes entre elles. Si on regarde les choses du côté de Maupoux, enfin de l'autre côté, on a mis là sur cette diapositive, ça c'est intéressant, un texte de Voltaire qui parodie la rhétorique parlementaire en 1771. Très humble et très respectueuse remontrance du grenier à sel. Oui. Parce que certains, en particulier, enfin les philosophes, mais pas que, pouvaient être agacés par la rhétorique. Alors c'est vrai, quand on lit les remontrances des parlements, hein, ces institutions politiques et judiciaires très importantes dans le royaume de France au XVIIIe siècle, on est marqué parfois par un style un peu empoulé, disons. Et Voltaire, il s'en moque en 1771. Et ça, on ne l'attendait pas forcément de ce côté-là, Robert Darnton. Oui et non, puisque on sait que Voltaire détestait les parlements. C'était d'ailleurs le sujet de l'affaire Calas, où on a torturé et tué un protestant en croyant qu'il était l'assassin de son propre fils. Mais il n'y avait pas d'évidence et Voltaire a pris cela pour dénoncer les abus de justice, dénoncer le despotisme des parlements, à commencer par le Parlement de Toulouse. Et il détestait aussi les parlements puisqu'il brûlait les livres. N'est-ce pas? Il y avait toute une cérémonie au pied du grand escalier du palais de justice où le maître des hautes œuvres, le bourreau, brûlait les livres des philosophes. Donc Voltaire était engagé contre les parlements. Et lors de l'affaire de Maupeou, c'est Voltaire qui a pris la défense de Maupeou. Et d'ailleurs, Maupeou avait des réformes, il a fait faire des réformes progressistes qui concernaient la justice. Donc, il était vu par les Parisiens comme un despote, mais par Voltaire et d'autres comme une sorte de réformateur. Mais je dois ajouter que Voltaire était presque le seul parmi les philosophes à appuyer Maupeou. Diderot, les autres restaient en silence et y voyaient un abus du pouvoir. Alors voilà, on y arrive enfin quand même, dans la dernière séquence de notre entretien, à ces années 1780-89 que vous suivez cette fois de manière continue. Alors, vous dites, voilà, il y a une profusion de pamphlets, de rumeurs, enfin voilà, le bruit public dans ces années 1780. Si on essaye de bien comprendre les choses, on a l'impression que vous dites, bon, ça y est, l'humeur révolutionnaire, elle est à point, je ne sais pas, peut-être en 1788, on a l'impression que, en fait, voilà, les choses commencent à se cristalliser à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que voilà, les choses se cristallisent comme ça dans ces années 80 et particulièrement en 1788, Robert Darnton? Eh bien, c'était une situation compliquée. D'une part, il y avait comme un espoir, une foi dans la force de la raison. Et cela a été illustré par les montgolfières. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme a volé. En 1783, Pilâtre de Rosiers a volé dans une montgolfière et tout le monde était étonné. Toute une série de vols qui démontraient que la raison a réussi à décoder les lois de la nature et de les employer pour voler, pour faire toutes sortes de choses. C'était l'époque de Lavoisier et la révolution dans la science chimique, et je pourrais ajouter d'autres. Donc, d'un côté, vous avez cette foi dans la raison qui va avoir beaucoup d'influence dans la Révolution française. Mais de l'autre côté, il y avait la menace de banqueroute. Ceci grâce à la
Révolution américaine qui a coûté une fortune à la France, alliée de nous autres Américains. Et on était en face de la banqueroute. Comment est-ce que l'intervention de la France a été financée pendant cette guerre par des emprunts organisés par Necker, qui était le contrôleur, le ministre des Finances, pas ministre, mais directeur des Finances, et ces emprunts, on devait les payer, bien sûr. Et même avant cela, à la fin de la guerre de 7 ans, la couronne était à la veille d'une banqueroute. La pression financière, donc, était très forte. Que faire? Finalement, le ministre Calonne, ministre contrôleur général des Finances, à la fin de 1786, a dit au roi: « Sire, on n'a pas un sou dans le trésor. » En fait, il y avait plusieurs trésors. C'était compliqué, les finances de la couronne, mais on était en face de la banqueroute. Que faire? Eh bien, si on demande au Parlement de Paris d'accepter des nouveaux impôts, on risque de tomber dans une résistance farouche. Il a donc appelé une assemblée de notables pour donner leur accord à des impôts. Un impôt territorial suivi d'un impôt sur les écrits. Les notables, à Paris, on ne savait pas trop bien ce qui se passait derrière les portes de l'Assemblée des notables, mais petit à petit, il y avait des bruits. Et finalement, Lafayette, le grand héros de la Révolution américaine, a dénoncé Calonne comme un malfaiteur qui s'est enrichi aux dépenses du peuple, et il a ajouté qu'il n'y avait pas de véritable déficit. Au contraire, Necker a si bien géré les affaires avant Calonne que tout le problème financier venait des déprédations de Calonne. Et le mot déprédation, déprédateur, était attaché à Calonne. Les notables refusaient de sanctionner les impôts. Calonne a fait appel au peuple parisien qui n'a pas répondu, et il a été éliminé. Non seulement il a été viré, mais menacé à tel point qu'il a pris la fuite. Où? En Angleterre, chez l'ennemi. C'était incroyable qu'un ministre du roi s'est enfui en Angleterre. Et donc, il y avait tout un débat autour de Calonne, une série de pamphlets qui étaient, comme je l'ai dit, Calonniana, qui reprenaient les thèmes de Mopouana. Et vous voyez là des échos qui se répétaient tout le long de cette période de 40 ans. Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors, peut-être ma dernière question avant qu'on sollicite nos auditeurs et nos auditrices. Là, on a mis sur la diapositive 2 ouvrages de 1783 de Simon Nicolas-Henri Linguet et du comte de Mirabeau. Oui. C'est intéressant parce que vous avez cité tout à l'heure Linguet, qui est une figure aussi assez étonnante, hein. Le frontispice de l'ouvrage de Linguet, qui raconte sa détention à la Bastille, est intéressant parce qu'on y voit une statue de Louis XVI qui fait un geste en direction des ruines de la Bastille. Donc on est en 1783, et l'écho entre ça et puis cette prise de la Bastille qu'on voit en bas à gauche, conservée au château de Versailles et réalisée vers 1789-1791, est étonnant là. Et on comprend d'autant mieux finalement le continuum que vous avez réalisé entre le début des années 80 et ce qui se passe en 89.
Oui, c'était deux best-sellers, les livres de Mirabeau d'un côté et de Linguet de l'autre. Je ne sais pas à quel point vous connaissez Linguet, mais c'était un écrivain étonnant qui a débuté comme... bon, il faisait un peu de tout, mais il était avocat, expulsé du barreau de Paris, il est devenu journaliste, et les annales de Linguet, publiées d'ailleurs à Londres et ensuite à Bruxelles, avaient un succès énorme. Et que faisait-il? Il dénonçait la noblesse et surtout il parlait de la misère du peuple. Donc les annales de Linguet étaient très importants. Il a osé voyager à Paris, où il a été flanqué à la Bastille, où il a passé, si je me souviens bien, 1 an et demi, presque 2 ans. Le résultat, Mémoires sur la Bastille, était un best-seller important où il parlait des conditions des prisonniers, de l'épaisseur des murs, du froid, de la mauvaise nourriture, etc. Mirabeau était presque aussi célèbre, mais surtout comme un extravagant qui avait des aventures avec son père, avec sa femme, qui a enlevé la femme d'un parlementaire à Besançon, un homme tout à fait étonnant. Et après sa sortie du château de Vincennes, il a écrit un autre livre encore plus fort sur les conditions des prisonniers. Le thème central, c'est l'abus du pouvoir, des lettres de cachet, la volonté du souverain manipulée par les ministres, puisque ce n'était pas le roi qu'on dénonçait, c'était les ministres qui abusaient le pouvoir du roi. Oui, voilà. Alors, j'attire votre attention, je parle au public là, sur la synthèse que vous faites dans votre conclusion. Vous dites l'humeur révolutionnaire est constituée des éléments suivants. Vous faites une liste. Je crois qu'il y a 11 éléments qu'on voit ici. Et vous terminez avec une phrase forte, et ce sera la transition vers le temps des questions. Bien que tous ces éléments se soient agrégés pour former l'humeur révolutionnaire, le résultat fut plus grand que la somme de ses parties. C'est une très belle phrase. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Il y a un micro, n'hésitez pas à vous signaler. Et puis, voilà, monsieur, par exemple, devant. Juste sur là. Est-ce qu'on peut considérer que toute cette production que vous exposez dans votre ouvrage prépare les esprits, en quelque sorte, aux changements radicaux que la Révolution va entraîner? Est-ce que tout ce que vous décrivez prépare les esprits au changement radical qui intervient avec la Révolution? Oui. Eh bien, oui et non, parce que je n'aime pas trop le mot « préparer ». C'est que personne ne savait ce qui allait se passer. Mais les gens étaient prêts à faire le grand saut dans l'inconnu. Ils étaient convaincus que tout le système était pourri. Donc, ce n'était contre le roi qu'il agissait, mais contre le système total. Je distingue donc entre des courants d'opinion publique, et il y en avait plusieurs, toutes sortes de questions qu'on peut étudier de près, d'une part, et de l'autre, un sentiment général, une mentalité de changer le système. Et cette conviction qu'il fallait changer de fond en comble était, à mon avis, fondamentale. Donc je ne dirais pas qu'on a préparé une révolution qu'on ne connaissait pas, mais on était prêt à faire le grand saut. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, madame au premier rang. Et monsieur, après. Merci pour votre conférence. Ma question serait, est-ce que votre livre, vous l'avez ici en version originale, c'est-à-dire en anglais? C'est possible de l'obtenir ici ou pas?
au Salon du Livre. Est-ce que c'est possible d'obtenir votre livre en version originale en anglais ici au Salon du Livre? Oui, tout à fait. Il a été publié en anglais et à New York et à Londres sous un autre titre, The Revolutionary Temper. Je traduis donc temper par humeur. Et temper en anglais, c'est un mot un peu compliqué, mais cela indique une certaine mentalité. Donc c'est tout à fait disponible. En anglais, donc. Oui. Ici au Salon du Livre. Avec votre... Je ne sais pas s'il est au Salon du Livre ici, pas forcément, mais vous pouvez l'obtenir, je pense, facilement en anglais. Sa signature, sa voilà, dédicace. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des services de la librairie, c'est-à-dire de cette espèce de police du livre, si j'ose dire, tenue par le pouvoir royal, et peut-être même plus particulièrement d'un personnage qu'on croise dans votre ouvrage qui est Joseph d'Emery et qui avait notamment la manie de ficher les auteurs de son temps. Merci. Donc, je pense avoir compris, j'ai des problèmes d'ouïe, mais... oui, c'était la librairie et Joseph d'Emery. Oui. Joseph d'Emery était un homme étonnant. Il avait des débuts, il était bâtard, il avait toute une carrière derrière lui avant d'arriver à la police. J'ai beaucoup travaillé moi-même chez la police en tant que reporter. Je connais bien la police de New York et aussi de New Jersey. C'est des brutes. Mais Joseph d'Emery, c'était un homme fin. Il se faisait des rapports sur tous les écrivains qu'il trouvait à Paris et même ailleurs entre 1748 et 1952. Il y en avait 501. Je les ai étudiés de près. Vous y trouvez tous les grands philosophes, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Diderot, il dit, c'est un garçon plein d'esprit, mais extrêmement dangereux. Mais il avait beaucoup de sympathie pour Montesquieu, qui voyait mal, qui était presque aveugle. Et ce qui me frappe, il parle souvent du style des écrivains. Certains écrivaient assez bien la prose, mais ne maîtrisaient pas les alexandrins. Imaginez-vous un flic qui parle de style. Et pour lui, Diderot représentait un certain danger, mais c'était surtout les jansénistes à cette époque-là. Donc, j'ai fait un article sur tous les encyclopédistes dans les dossiers d'Emery, etc. Mais je dois dire que ce spécialiste de la librairie était un homme fin, très lié avec Malesherbes, le directeur de la librairie. Malesherbes lui-même, comme vous connaissez, était un homme tout à fait remarquable, avec un esprit ouvert, progressiste, qui a permis beaucoup d'ouvrages en utilisant la notion de permission tacite et qui a défendu finalement l'encyclopédie, qui était très liée avec Rousseau. Je vois donc un régime et de la police et de l'administration au niveau de la librairie qui était plutôt éclairé. Il y a une dernière question, je crois que c'est madame. Oui, bonjour. Moi j'avais une question, puisqu'on a parlé, vous avez parlé à plusieurs reprises du rôle du peuple, du petit peuple. Et moi j'avais une question qui portait donc sur les domestiques. Si jamais les domestiques avaient, eux, un rôle dans la circulation des nouvelles en ville ou entre les villes et les campagnes, par exemple. Et si jamais vous avez pu voir, vous, dans vos recherches, si justement les domestiques étaient un groupe particulièrement représenté, s'il y avait une spécificité de leur rôle, une certaine ampleur, et éventuellement sur quelle source également vous avez pu voir cette présence des domestiques. Voilà, merci. C'est sur le rôle des domestiques. Est-ce que les domestiques avaient un rôle dans la circulation de l'information? Voilà.
c'était la question. Oui, tout à fait. Je vous donne l'exemple du salon de Madame Doublet dans le Marais. C'était un salon qui s'appelait La Paroisse. Et les paroissiens y allaient tous les jours parler des nouvelles, surtout des nouvelles politiques. Au matin, Madame Doublet envoyait un domestique faire ses ronds dans le Marais pour recueillir les bruits des autres domestiques. Il revenait et là, il y avait 2 registres. Un pour les nouvelles douteuses, l'autre pour les nouvelles qui étaient plutôt certaines. Et les paroissiens arrivaient, lisaient dans les 2 registres, y ajoutaient ce qu'ils avaient appris eux-mêmes. Ensuite, ils allaient dîner, parler des affaires publiques, et on rédigeait une sorte de bulletin, synthèse des nouvelles estimées exactes, et on envoyait des copies ailleurs, et les copies étaient copiées, et de copie en copie, tout cela se répandait partout en France et même à l'étranger. Finalement, les bulletins ont été imprimés et en Hollande et en Suisse sous le titre « Mémoire secret sur l'histoire de la République des lettres en France ». 36 volumes, étonnants et d'un intérêt tout à fait remarquable. Je pourrais aussi ajouter d'autres anecdotes qui concernent les domestiques. Il y avait une certaine mademoiselle Bonafont à Versailles qui a écrit un roman sur la vie amoureuse de Louis XV. Et ce roman a été imprimé à Rouen, mais grâce à des intervenants d'autres domestiques qui transportaient le manuscrit jusqu'à Rouen, et ensuite les feuilles imprimées ont été diffusées par des domestiques à Paris, etc. Donc je vois les domestiques comme des intermédiaires très importants dans la diffusion de l'information. Bon, écoutez, c'est ainsi que se termine notre entretien. Merci beaucoup, Lisée Robert Darnton.